Dans le cadre de cette 18e Université Homme Entreprise qui a lieu à Smith-au-Lafitte fin août, le 29 et 30 août prochain, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Anne-Sophie Novelle. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Éloi. Toujours ici au pavillon Le Doyen. Et Anne-Sophie Novelle, avec Stéphane Riot, ont sorti le livre Vive la co-révolution. Ça peut se lire comme un manifeste pour une société collaborative. Donc ma question, qui n'en est pas une, c'est Anne-Sophie, est-ce que tu peux nous présenter ce livre, s'il te plaît? Alors, c'est un livre qui a été écrit à quatre mains et qui décrit une tendance qu'on observe personnellement depuis 2009 à des comportements plus collaboratifs qui recréent du lien social, qui recréent la convivialité et qu'on observe au niveau citoyen via le mouvement de la consommation collaborative, mais aussi au niveau de la co-création entre les rapports entre associations, organisations non gouvernementales et entreprises. Ça s'observe aussi au niveau des entreprises, des rapports inter-entreprises qui sont passés de la compétition à la co-opétition, c'est-à-dire qu'on va collaborer dans cette compétition, mais aussi à des mouvements de collaboration radicale, où là on va plus s'ancrer sur des valeurs pour faire ensemble différemment. Et enfin, tout ce mouvement-là qui est très lié à la place de l'homme et de l'humain s'incarne aussi dans les nouvelles formes de management. Donc on va aujourd'hui faire du co-management. Voilà. Et donc on explique ce mouvement-là en disant cette société collaborative est en marche, croyez-y, et surtout elle porte des valeurs qui sont fortement liées au développement durable. Tu parles de co-management, donc on s'adresse évidemment à un public de cadres et de cadres dirigeants et de décideurs, en tout cas au monde de l'entreprise. C'est quoi le co-management? C'est un management collaboratif? Comment ça se passe? Un patron reste un patron ou finalement le patron de demain c'est plus un patron vraiment? Alors, le patron doit adopter un rôle de facilitateur, c'est-à-dire qu'il doit être à l'écoute de ses collaborateurs, non plus salariés, mais vraiment des collaborateurs, les associer dans sa démarche, passer d'une logique pyramidale, ultra-hiérarchique à une logique plus transversale. Il doit provoquer le chaos dans l'entreprise et donc le Chief Executive Officer doit se transformer en Chief Chaos Officer, c'est ce que dit Olivier Zara. Et nous on s'est dit même c'est le Chief Collaboration Officer, c'est-à-dire il doit être à l'écoute, laisser émerger les idées. Ça ne veut pas dire que toute collaboration est indispensable aujourd'hui, il faut toujours un petit peu aussi de pyramidal, mais s'ouvrir à ces nouvelles techniques, et on en donne beaucoup dans le livre, permet aujourd'hui de repenser le leadership également au sein de l'entreprise et le management. Mais le manager doit pour autant, donc il doit amorcer le dialogue, il doit faire circuler l'information, faire circuler l'échange, mais il doit décider aussi, il doit reporter parfois des actionnaires qui eux sont pas du tout, on ne peut pas travailler avec des actionnaires en mode collaboratif. Oui, mais justement le fait d'écouter plus ses collaborateurs lui permettra d'être plus ancré aussi dans la réalité de son entreprise. Et donc dire à un moment, il y a peut-être des belles idées qui peuvent émerger des gens qui sont avec moi et que je n'avais pas forcément soupçonné. Donc c'est cette écoute-là qu'il faut travailler et c'est en ce sens que le co-management transforme les fonctions. Je veux dire, aujourd'hui, les réseaux sociaux d'entreprise, les community managers, ce sont des nouveaux métiers, des nouveaux outils qui sont à notre disposition et qui vont justement transformer ce management. Et on ne pourra pas aller contre cette tendance-là. L'entreprise qui restera pyramidale avec des actionnaires ultra stricts va droit dans le mur. Donc c'est ça qu'on veut expliquer aussi. Oui, c'est qu'en fait, on peut être contre, très bien, on peut gronder contre, mais de toute manière, c'est un train qui part, donc il faut monter dedans. C'est un ancien modèle. En fait, les collaborateurs ont aussi une vie au-delà de l'organisation. Il faut bien comprendre que leur mentalité est en train de changer. C'est ce qu'on explique au début de l'ouvrage en disant aujourd'hui, on est tous connectés, ça nous change aussi mentalement. Les hormones, il y a des analyses dans les neurosciences qui montrent à quel point les interactions numériques changent aussi nos comportements profondément. Donc on est en train de développer une pensée transversale, une mentalité 2.0 en référence au Web 2.0, à l'interactivité. Tout ça sur fond de crise écologique, de crise économique, d'un système D qui va se développer. On voit en Grèce, on voit en Espagne. Les attentes citoyennes sont profondément différentes. Donc ça transforme la société civile. Le collaborateur ne peut pas rester dans un ancien système de pensée ultra-pyramidal dans l'entreprise. Donc les entreprises seront obligées d'y aller et certaines l'ont déjà fait. On parlait de Google, d'Amazon, mais il y a d'autres entreprises avec les nouvelles générations qui sont aussi branchées comme ça. On doit évoluer. Donc ça demandera aussi aux entreprises de vraiment travailler l'intergénérationnel et l'éducation de tout le monde doit évoluer vers de la coéducation, un peu comme le dit Joël de René. J'ai une question de Marie sur le chat du site de l'Université Homme Entreprise. Il y a pas mal de questions en fait, de personnes qui se posent la question de la justification d'avoir lié coopération et compétition. Donc je lis sa question. La compétition n'est-elle pas un moyen de sans cesse se dépasser pour dépasser l'autre?
et donc un moteur dynamique de perpétuelle croissance. Et donc je lis entre les lignes et je me dis que est-ce que c'est pas finalement contradictoire avec le mot coopération? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, ce que je pense, c'est que quand on prend les origines latines du mot compétition, il n'y avait pas de notion d'adversité. Et je pense qu'aujourd'hui, on associe compétition à confrontation, à concurrence, à des termes qui sont assez négatifs. Les études prouvent qu'aujourd'hui, les rapports de conflit, notamment inter-entreprises, représentent 2% du PIB par an. C'est-à-dire que le conflit coûte cher, ça coûte cher de se disputer. On n'est pas en train de dire qu'il faut annuler la concurrence qui a quand même du bon, mais on est en train de dire qu'il ne faut pas faire de la concurrence à outrance et de la compétition. La coopération peut apporter, notamment sur des valeurs de développement durable, sur des enjeux de société très forts, une façon d'avancer qui est indispensable aujourd'hui. Et en ce sens, c'est pour ça que le concept de coopétition, coopérer dans la compétition, est observé depuis la fin des années 90, notamment dans le secteur de la recherche informatique, dans le secteur de la santé, où les enjeux pour trouver un vaccin, les enjeux financiers sont tellement importants qu'on va s'associer pour faire ensemble plus rapidement et avancer. Dans le milieu scientifique, il y a beaucoup de gens qui fonctionnent en transversal. Mais aujourd'hui, avec les enjeux de société, environnementaux, socio-économiques, on est obligé aussi de s'associer pour faire de la valeur ajoutée différenciante. Et c'est là que nous, on parle de collaboration radicale, qui est là pour avancer aussi sur un socle de valeurs. Se pose la question maintenant du contexte culturel. Ouais. En France, on a un contexte culturel qui est celui du discours de la méthode. Dans un contexte autre anglo-saxon, on arrive à imaginer des discours des méthodes, c'est-à-dire qu'on va envisager d'autres façons de faire et ils vont peut-être aller plus vite. Donc il faut aussi qu'on s'interroge nous-mêmes dans notre façon de percevoir les choses et d'imaginer ces collaborations. Et comment tu expliques justement cette différence fondamentale de culture entre l'anglo-saxon et nous, plus latine? Joël de René, par exemple, lui, parle, il met ça sur le compte de la religion, tout simplement. Oui, mais je pense qu'il n'a pas tort. Culturellement, les religions, je veux dire, aux États-Unis, par exemple, ils sont très dans l'identitaire, dans le communautaire. Moi, j'ai travaillé, par exemple, sur les locavores. Les locavores, c'est un vrai mouvement là-bas. En France, il y a des gens qui sont locavores, qui consomment plus localement, sauf qu'ils ne s'identifient pas à cette manière-là. Et donc, ils ont une capacité aussi à faire masse autour de quelque chose. En France, on peut l'avoir, mais on reste aussi beaucoup dans des rapports de conflit, le point levé. Les indignés aujourd'hui, etc., les révolutions dans les pays arabes, la révolution érable sont dans des démarches où on essaie d'aller à l'encontre d'un système, mais je crois qu'il y a aussi une forme de militantisme qui est aussi en train de dire on essaie d'ouvrir la main et cette main-là ne doit plus rester comme ça, on doit aussi faire comme ça. Et donc ça va se développer petit à petit, mais en France, je ne jette pas la pierre, mais je pense qu'on a aussi une façon d'aborder les choses qui n'est pas toujours… Un petit peu plus lente peut-être. Voilà, la révolution doit passer par le coup aujourd'hui. Est-ce que tu as quelques exemples justement pour nous donner un petit peu de pêche, des exemples très concrets de collaboration radicale, de coopération, mais qui est déjà en cours, pour nous montrer que le mouvement, il n'est pas que théorique, et qu'il est réellement dans un vrai mouvement. Je peux donner plusieurs exemples qui sont liés aux différents chapitres qu'on aborde. Et qui sont dans le livre, bien sûr. Voilà. Quand on parle de consommation collaborative aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des initiatives, on parle des AMAP qu'on connaît un petit peu, les associations de maintien de l'agriculture paysanne, qui sont pour nous dans des démarches de co-élaboration entre un producteur et des citoyens, mais il y a des entreprises comme La Ruche qui dit oui, qui se sont montées aussi, qui donnent forme à ça. Dans la question de la mobilité, l'autopartage, le covoiturage commence à être assez promu, mais on observe aujourd'hui des moments de coworking, de co-lunching, donc les gens vont aller travailler ensemble dans un lieu qu'ils vont partager, ils vont aller partager un déjeuner, et là c'est complètement non marchand, c'est juste l'envie de passer un moment ensemble. Donc on décrit beaucoup, on a donné plus d'une centaine de références, et il y en a beaucoup d'autres encore sur le web, donc d'exemples très concrets au niveau citoyen. Au niveau des ONG et des entreprises, il y a beaucoup d'exemples dans l'entrepreneuriat social, l'économie sociale et solidaire, qui sont un peu différentes, il y a des polémiques là-dessus, mais où on voit le WWF travailler avec des grandes entreprises, mais il y en a beaucoup d'autres. Et là, elles ont besoin d'être dans une posture d'écoute pour ne pas considérer les marchés des pays du Sud comme un nouveau marché simple comme ça. Il faut qu'elles apprennent à être dans le dialogue. Et enfin, sur tout ce qui est collaboration radicale, on donne l'exemple de l'Agence spatiale européenne et de la NASA qui collaborent pour réduire les déchets des satellites, parce qu'il y en a énormément. Deux agences concurrentes. Deux agences concurrentes qui ont bien entendu été contraintes par des obligations juridiques, mais ça les a poussés à travailler ensemble et à aujourd'hui s'inspirer mutuellement.
On parle de Altertex, qui est une filière qui a été montée dans le sud-est de la France par un entrepreneur d'avenir qui a dit moi je fais du textile, je suis tisseur et j'ai envie de montrer que le coton bio tissé, le produit final, si on fait un report en valeur, ça ne coûte pas forcément plus cher. Et donc il a monté toute une filière pour montrer qu'aujourd'hui on peut faire plus de coton bio. Voilà. Il y a les sciences citoyennes, il y a plein d'exemples et ça regorge. Beaucoup d'exemples qui sont cités dans le livre, mais j'insiste également pour rappeler que ce livre est évolutif. Oui. C'est-à-dire que c'est aussi un travail sur la durée. C'est un livre qui se poursuit sur le site. Oui. On peut peut-être rappeler le lien. Oui, alors c'est co-révolution.com et avec Stéphane Rio, on envisage aussi de le poursuivre à travers des collabs pour expérimenter ensemble, pour observer les comportements de ceux qui ont envie d'expérimenter ces nouveaux modes de collaboration et poursuivre ce travail en cours. Et on est vraiment en attente de tous les retours qu'on pourra avoir, des discussions avec les gens qui vont lire l'ouvrage pour échanger sur tout ce qui est raconté dedans. Il y a des liens, tu en as parlé un petit peu, mais le précédent livre que tu avais fait, c'était vraiment sur le locavorisme. Oui. Le fait d'être locavore, donc de manger dans un rayon de 100 km ou 200 km. Oui, entre 50 et 200 km, ça dépend des pratiques. Ça dépend pour quels aliments. Et ça dépend où peut-être aussi. Oui. Est-ce qu'il y a des passerelles entre les deux thèmes, entre les deux livres? Oui, je pense en fait que le terreau fertile dont on parle dans la co-révolution, c'est vraiment cette prise de conscience des enjeux du monde d'aujourd'hui, de la crise écologique, de la planète qui va mal, etc. Et dire aujourd'hui, on a des problèmes qui nous dépassent complètement, qui font peur à certains, qui paraissent contraignants. Cette pensée globale doit nous servir au niveau local. Donc les locavores, c'est des gens qui décident de consommer plus localement, donc ça va partir de l'alimentation, mais ça va être après assez global. Et dans ce mouvement locavore, il y a des communautés qui se créent sur un territoire. Et c'est ça qui est intéressant avec la co-révolution, c'est que les services de géolocalisation permis aujourd'hui par le Web 2.0, l'ensemble des services qui remettent du lien social au niveau du voisinage, avec le site Voisinage par exemple, qui va mettre en relation des gens avec les personnes âgées du quartier, tout ça, ça relève aussi de démarches très locales. On va recréer du lien en local. Et c'est là qu'il y avait un lien logique en fait entre ces deux ouvrages, parce que je parle de la même chose, mais ici avec, je pense, une modernité qui montre que ça va à différents niveaux de la société, aussi bien de multinationales que de petites PME ou de gens qui sont dans leur coin. C'est le penser global, agir local pour changer, pour faire évoluer le monde dans lequel... Mais ensemble, c'est-à-dire qu'on se connaisse ou pas, mais on sera tous connectés d'une manière ou d'une autre et qu'on peut aller vers cette société conviviale que certains appelaient de leur vœu dans les années 70 déjà. Juste un dernier mot et je te libère. Pour nous parler de cette université donc, qui a lieu 29 et 30 août à Smith-Olafitte, de cette université homme entreprise. La parole est à toi. La parole est à moi. Alors moi, ça fait 4 ans que je connais l'université homme entreprise. Il y a ma maman qui m'en avait parlé en me disant « je pense que ça te plairait », il y a Uber Eats qui vient. Et la première fois que je suis allée là-bas, j'ai été subjuguée en fait d'entendre tous les discours. Et donc là, ça fait 3 fois. Et à chaque fois, je trouve qu'on aborde la question des valeurs. Et ça me porte complètement. Moi qui suis dans le milieu du développement durable, on aborde toujours les choses sous cet angle-là. Là, on est porté par un autre élan. Et c'est un moment agréable. Le cadre est magnifique. Généralement, on revient reposer de 2 mois d'été avant de reprendre. Donc on est très attentif. Et on y va en douceur avec l'occasion de parler avec des penseurs, mais aussi des gens qui agissent au quotidien. Et donc, je suis un peu une grande fan. Et le thème coopération, compétition, on est au cœur, on est au cœur de ce livre-là. Au cœur du co. La liste des invités également te parle, j'imagine, que ce soit France Deval, Joël de Ronet, Michel Serres. Ouais. Donc on va te voir. C'est très inspirant. J'espère bien. À bientôt. Merci Éloi. Merci beaucoup Anne-Sophie. Merci beaucoup.